Merci de cette possibilité que vous nous donnez d'exprimer un point de vue des sciences humaines et sociales sur risque d'origine glaciaire et périglaciaire. Donc on a préparé ça à deux voix hein, avec Juliette. Je commencerai par dire que quel est le point de vue des SHS sur les risques. Les SHS sont intéressés par tout ce qui est perception des risques, mais aussi comment on le gère de façon individuelle et collective, que ce soit des crises ou en matière de prévention des risques. On a aussi tout un pan de recherche qui s'intéresse aux problématiques de facteurs humains et organisationnels de la sécurité, donc qui amène sur des questions d'organisation et de résilience. Le rôle de l'expertise et l'appui aux politiques publiques, c'est aussi une thématique importante, tout comme la communication en lien avec les problématiques de cognition. Et puis, les SHS sont intéressés sur la gouvernance des risques et aussi l'approche sociotechnique. Alors, le point de vue qu'on va adopter, nous, aujourd'hui, sur les SHS, c'est de l'ergonomie. Donc, l'ergonomie, elle est pluridisciplinaire, elle s'intéresse à l'activité humaine. Alors, comment elle s'inscrit, cette pluridisciplinarité? C'est entre du travail en laboratoire sur le facteur humain et du travail sur le terrain sur les comportements, et notamment en matière de démarche et d'intervention. Et puis, ça va s'intéresser à deux autres axes, la question des conditions de travail, mais aussi des systèmes de travail. Et vous pouvez remarquer que l'activité en ergonomie, elle va emprunter finalement à plusieurs disciplines. C'est une discipline récente, hein, l'ergonomie, ça date de 1946. Elle va emprunter à la physiologie du côté individuel, à la psychologie et à la sociologie du côté des sciences humaines, à tout ce qui va être hygiène, santé, sécurité et médecine du travail pour comprendre un peu les expositions aux risques. Et puis, elle va emprunter aussi à tout ce qui est sociotechnique, aux sciences sociales, pour comprendre comment les choses s'organisent dans les systèmes. Donc, l'activité humaine, on la considère comme étant en interaction avec la situation de travail. Un individu perçoit ou a un comportement en fonction de l'environnement dans lequel il est. Et cette situation de travail, elle est fondée sur plusieurs composantes, hein. Ça peut être du matériel, de l'espace de travail, des outils, la formation, les critères qui sont fixés en termes d'efficacité, tout ce qui relève des relations et des communications, de l'organisation avec ses procédures, mais aussi de l'environnement de travail. Donc l'individu qui va développer une activité, ça va dépendre de son contexte. D'un contexte à l'autre, il va pas développer une même activité. Toujours pour situer un peu notre propos, on est dans une ergonomie de l'activité, mais aussi une ergonomie constructive. C'est-à-dire que ce qui est important en ergonomie, c'est de distinguer la tâche de l'activité. La tâche, c'est ce qu'on attend de l'opérateur, ce qu'on lui demande de faire, c'est la norme. Alors que l'activité, c'est ce qu'il va pouvoir réaliser concrètement, avec des choses qu'il peut faire et puis parfois qui relèvent de l'empêchement. Donc c'est dans ce cadre-là qu'on s'intéresse à l'activité comme une confrontation entre une sécurité qui serait dite réglée et puis une sécurité gérée sur le terrain, en situation, en fonction des contextes. Comment on s'inscrit dans une ergonomie qui se dit constructive? C'est que l'ergonomie fait de l'intervention, de la recherche-action. D'abord, elle s'est construite plutôt sur des aspects d'expertise, hein, sur l'homme au travail. Puis progressivement, elle a développé des méthodologies pour s'inscrire dans des diagnostics et prescrire un certain nombre de solutions. Mais aujourd'hui, l'ergonomie va plutôt vers de l'intervention qui va chercher à co-concevoir, c'est-à-dire à résoudre les problèmes, non pas en tant qu'expert ou à partir d'un diagnostic qui serait posé par un expert, mais avec les autres, avec les acteurs. Et nos démarches, elles visent finalement des processus de développement. Par nos méthodologies, on aide les personnes finalement à avoir une activité réflexive qui leur permette de se développer individuellement, collectivement ou de façon organisationnelle. Donc après avoir situé ce propos-là, ça passe plus là. Pourquoi ça passe pas? Ah, voilà. Ce propos sur voilà le cadre hein, de l'ergonomie, vous dire quelle est notre approche en sciences humaines et sociales face à la dégradation du permafrost. Alors d'abord, il y a une question de perception des risques et ensuite une question de gouvernance des risques. Donc, comme vous l'avez compris, l'ergonomie s'intéresse à l'activité de chacun. Donc, il est évident que les acteurs ne perçoivent pas les risques de la même façon et ont des besoins hétérogènes.
selon leur rôle, leur activité et leurs relations. Et évidemment, le risque lié à la dégradation du permafrost comporte un certain nombre d'enjeux économiques, sociétaux et de responsabilités qui ne sont pas les mêmes, ni la façon même de s'adapter pour faire face à ce risque émergent. Puis il y a une question de gouvernance des risques, hein, c'est que euh, une personne, elle se comporte jamais seule, elle dépend des relations qu'elle a avec les autres acteurs, mais aussi sur le territoire. Et il est vraiment important de pouvoir envisager comment il y a des champs de tension, mais aussi des coopérations possibles pour pouvoir co-construire des solutions et pouvoir faire de la prévention. Donc la prévention des risques ou la gestion même des crises liées à la dégradation du permafrost nécessite de travailler simultanément à la fois la perception, mais aussi la gestion collective des risques, avec une sensibilité de l'ergonomie, pas seulement aux aspects d'efficacité et de performance, mais aussi à la question de la santé. Et si on développe des méthodologies d'intervention de démarche participative, c'est qu'on est persuadé qu'en donnant du pouvoir d'agir à chacun des acteurs, ça va être source de santé et ça va réduire les vulnérabilités. Alors, je voudrais maintenant vous montrer quelques exemples de notre approche à travers des projets. On a eu plusieurs sur risque d'origine glaciaire et périglaciaire, risque frost, le regard d'altitude, un REX sur la Bérarde, des livrets glaciers rocheux pour informer les populations, et puis ce projet aussi de montagne sûre, qui sont avec des financements divers et variés. Aujourd'hui, on n'aura pas le temps de tout présenter. Je vais faire une petite introduction sur Risque Frost pour vous amener ensuite sur le contrat que nous avons avec l'ANACT, Agence nationale d'amélioration des conditions de travail, sur un REX à la Bérarde. Alors, Risque Frost, vous pourrez trouver des publications qu'on a déjà réalisées avec des collègues. C'est fondé sur l'idée que un risque émergent, ça doit nécessiter de développer une expertise qui est davantage distribuée, c'est-à-dire comment chacun des acteurs se représente-t-il le risque et comment la prévention peut s'appuyer sur ses connaissances euh, et pouvoir voir les contextes, les acteurs et leurs vulnérabilités. La méthodologie de risque frost, c'est 40 entretiens réalisés en face à face d'une durée d'une heure sur le lieu de travail ou d'habitation avec un guide d'entretien. Et l'idée, c'est de faire parler les gens sur des confrontations de cartes représentant le permafrost et des cas réels qui se sont passés. Cette étude a eu lieu dans 3 vallées, Mont-Blanc, Vanoise et en Valais en Suisse, avec différents acteurs, les professionnels de la montagne, les représentants des autorités locales, ainsi que des citoyens. Et à l'issue de ces 40 entretiens réalisés individuellement, des restitutions collectives ont eu lieu sous forme d'ateliers démocratiques dans les différentes vallées. Ce qu'on peut retenir de cette étude, c'est que, bien évidemment, la définition du permafrost varie selon les acteurs. Un guide de montagne, par exemple, va dire, je ne pensais pas que c'était à cette altitude. Un gardien, lui, sera dans ah ben, il faut vraiment penser à des mesures de prévention et d'information, et ça on comprend parce que pour lui, l'accès à son refuge est très important. Une autorité, l'autorité de protection et de prévention, elle sera plus soucieuse des impacts économiques, et les habitants, eux, peuvent être dans la découverte de ce qu'est le permafrost parce que c'est pas toujours visible. Quand on confronte les gens à ces cartes et ces cas réels, on s'aperçoit que la perception de la gravité du risque évolue plus chez les citoyens qui connaissaient pas forcément, qu'il y a des différences aussi selon les vallées. On est plus sensible au permafrost en vallée vanoise qu'au Mont Blanc. Ça ne veut pas dire que ça n'existe pas, mais c'est que les acteurs se le représentent différemment. Et puis, tous les acteurs ont cette difficulté sur comment on peut maîtriser le risque lié au permafrost, parce que les connaissances sont encore insuffisantes pour mettre en œuvre des moyens, et la plupart des gens se sentent assez démunis par rapport aux questions de réchauffement climatique. Il est intéressant de noter dans cette étude que selon les acteurs et selon les contextes, les environnements, les vallées, on n'a pas les mêmes besoins en matière d'action de prévention. Si je prends par exemple du côté des acteurs, les autorités, elles vont être plus sensibles à mettre en œuvre des dispositifs de surveillance, alors que les professionnels de la montagne auront besoin d'informations ou de signalisation, et les citoyens, eux, sont plus dans l'envie de changer leur mode de vie pour diminuer les impacts du réchauffement climatique.
On va retrouver aussi des différences hein, selon les vallées. Par exemple, en Vanoise, on est plus sensible à développer d'autres modes de vie, alors que sur le Mont Blanc ou le Valais, la surveillance apparaît très importante. Alors, bien évidemment, ces actions de prévention sont liées aussi aux moyens disponibles hein, selon les contextes. Donc, si on comprend hein, bien, la diversité des enjeux fait que les acteurs ne perçoivent pas les mêmes choses et la difficulté qu'on va rencontrer pour pouvoir mettre en œuvre ensuite une gouvernance des risques, hein, c'est bah, comment cette gouvernance, elle doit s'inscrire dans des acteurs qui ont des points de vue différents, mais aussi qui sont dans des relations, des interactions différentes d'un territoire à l'autre. Et les réseaux d'acteurs, eh ben, ils se construisent avec le temps, avec des relations de pouvoir, qui fait que c'est pas toujours évident d'un lieu à l'autre pour pouvoir avoir les mêmes actions générales de prévention.